Déjà, merci. Nous, on s'est dit qu'avec le temps qu'il faisait, il n'y aurait personne. Vous préfériez tous être à la plage. Donc, merci d'avoir fait le déplacement pour venir nous écouter. Du coup, ça met la pression. Il ne faut pas qu'on dise trop de bêtises. Et puis, merci déjà à la Villa Noailles. Merci à la Design Parade d'avoir pensé à nous pour cette 5e édition. C'est vachement sympa. Et aujourd'hui, on va parler, avec Anne-France, on va parler qui va se présenter tout de suite après, on va parler de la conversation versus la page blanche dans notre métier. Nous, c'est un peu plus large que l'archi d'intérieur parce qu'on est aussi architecte et qu'on essaye de mener de front ces deux disciplines qui se complètent, qui se rejoignent, qui sont très proches. Et voilà. Donc j'espère que le sujet va vous intéresser. C'est pas en mode conférence parce que là ça aurait été vraiment très lourd et que c'est pas le format on trouve. Enfin, on trouve que c'est plus sympa de parler. Évidemment, si des gens aussi ont envie d'intervenir, t'es ok. C'est tout à fait possible. C'est même souhaité si vous avez envie. Voilà. Donc je te laisse la parole, Anne-France. Oui. Merci encore à tous. Bonjour, pour rebondir là-dessus, mais Olivier va se présenter. L'idée, c'est d'avoir une conversation entre nous et pour parler de la pratique de l'architecture comme une conversation. En fait, pas uniquement pour aborder, faire un portrait, un petit voyage dans tout le travail de Studio Chaos, le travail de l'exposition qui est derrière et puis le travail de tout ce qu'ils ont fait ailleurs dans le monde, en déroulant ce fil de la conversation, parce que c'est un fil conducteur de leur approche à différents niveaux. On va revenir, mais peut-être je laisse Olivier. En fait, c'est vrai que quand on a commencé à discuter ensemble des sujets qu'on pourrait aborder, assez vite, on a discuté de l'expression, d'ailleurs, dont on n'a toujours pas trouvé d'où elle vient, de la carte blanche, qui est un petit peu le sésame absolu et le vadémécum de notre métier, avec des gens parfois qui peuvent nous adresser la question. Ça doit être extraordinaire que tout le monde te foute la paix et que tu aies une carte blanche. Et en fait, la réalité est un peu plus complexe que ça. Et c'était pour ça que, évidemment, de faire une scénographie ex nihilo difficile à adresser à quelqu'un en particulier est un assez bon point de départ de parler de ça. Pour quelles raisons on fait les choses et surtout pour qui on le fait. Donc la carte blanche, est-ce que ça serait le... Est-ce que c'est un Graal ou est-ce que c'est un fardeau en fait? Exactement. D'abord, en replaçant, sans avoir l'expertise d'un historien d'art ou de l'architecture, en replaçant ça dans une perspective plus générale et historique, les plus grandes œuvres ont souvent été des œuvres de commande depuis toujours, que ce soit pour l'Église, pour l'État, pour un prince, pas particulièrement d'architecture, également de peinture, de sculpture. Donc la commande d'architecture n'est pas quelque chose de dévalorisant versus la carte blanche et la liberté totale. Et nous, on défend l'idée que le client, le commanditaire, qui nous, dans notre pratique, sont des personnes physiques en général, que ce soit des clients privés ou même quand ce sont des institutions, elles sont représentées par un tout petit groupe de personnes, sont les personnes auxquelles on adresse notre projet. Et quand je veux dire qu'on leur adresse, c'est pas uniquement qu'on leur envoie une facture à leur nom, c'est que quand on pense à l'esquisse, aussi, oui, c'était pas de ça que je parlais. Mais peut-être juste aussi pour commencer, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir l'exposition que vous avez faite, puisque traditionnellement, ça fait partie du jeu. En fait, les présidents du jury, quand on accepte d'être président du jury pour Design Parade, on s'engage à nouer une conversation avec les finalistes, avec les designers, mais enfin, on s'engage, c'est l'intérêt de la chose, de part et d'autre. Et puis, on fait une exposition pour prolonger ce dialogue ou l'élargir pour montrer son travail. Donc, vous avez accepté, et puis, très, très rapidement, après avoir accepté dans l'enthousiasme, vous avez eu un doute en se disant, mais cette exposition, c'est une carte blanche, et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a eu le vertige de la page blanche, c'est-à-dire que quand Pascal, qu'on remercie évidemment, et Jean-Pierre nous ont
fait cette proposition, sur le moment, on a été enthousiaste, puis après, on a eu peur. On s'est dit, non, mais attends, du coup, il n'y a pas de client, il n'y a pas de commande, on ne sait pas, on est trop libre, il n'y a pas de contraintes, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Donc, on a d'abord paniqué, et après, on a essayé de prendre le truc de façon très pragmatique, très simple. On s'est dit, tiens, on va s'inventer un client. On va dessiner un personnage, imaginer un personnage, et ça va être lui à qui on va adresser ce qu'on va faire. Ça va être avec lui qu'on va engager cette conversation et qu'on va essayer de créer un lieu pour lui, pour ce personnage imaginaire. Donc il a commencé à exister, on se l'est façonné tous les deux. Il a commencé à exister, d'ailleurs à tel point qu'il y a des fois où il disait carrément non, ça j'aime pas, j'en veux pas, alors qu'il n'existait pas, le gars. Donc c'était vraiment, il était très présent. Voilà, il était entre nous, et c'est ce qui nous a permis péniblement de tisser un truc, un début de narration. Et puis moi, je suis venu visiter ce lieu qui est quand même hyper inspirant. Et en arrivant ici, j'ai pensé à cette histoire dont j'avais entendu parler, dont j'avais vu des images et qui m'avait beaucoup touché, cette histoire de Léonore Fini dans son couvent à Nonze, qui pendant 30 ans est allée là-bas en villégiature avec toute une ribambelle d'amis, tous artistes, et ils passaient un été très créatif, et entre autres, chacun travaillait sa discipline, certains écrivaient, d'autres peignaient, mais ils faisaient tous des costumes pour un grand bal costumé qui était donné à la fin de l'été. Et j'ai trouvé ça tellement touchant, je sais pas, ça m'a plu cette histoire, et du coup je me suis dit, tiens, peut-être que notre personnage, il aurait fait partie de cette bande-là. Donc voilà, on s'est raccroché à ça, c'est pour ça qu'il y a certaines références à Léonore dedans, mais parce qu'il fallait s'accrocher à quelque chose. Et encore une fois, quand il n'y a rien à quoi s'accrocher, c'est très très dur de travailler. En tout cas pour nous. Je pense aussi que c'est même pas si un client imaginaire, parce que on se l'a raconté que c'était un ami de Léonore, voilà. Mais en fait, je pense que si ça devait s'adresser à quelqu'un, ça s'adresse à une personne qui a vécu, qu'on n'a pas eu la chance de connaître. Du coup, quelque part, alors que l'exercice peut parler de carte blanche et d'une absence totale de destination réelle, mis à part le gentil public, c'est déjà beaucoup. Mais en tout cas, en termes d'adresse, en fait, c'est plein de vraies adresses à Léonore Fini en premier, mais même il y a un certain nombre d'objets dont la scénographie a été l'occasion de faire des tests. Il y a une maison au Maroc où on veut convaincre d'une cheminée facettée, on l'a fabriquée là, et on l'a montrée, on l'a adressée à quelqu'un qui va la vouloir. La table... C'est un message caché, c'est comme quand on a un plus code tellement caché parce qu'on a fait un WhatsApp avec la photo, mais c'est un message, oui. Et donc c'est un territoire d'expérimentation. Il y a une gamme de robinets qui sont les robinets de la Villa Cavrois qu'on utilise beaucoup en ce moment dans des projets qui ne sont pas complétés, qui ne sont pas achevés. Du coup, on l'essaye. Il y a ce carreau qu'on a dessiné à la mine de plomb qu'on avait fait il y a très longtemps pour un hôtelier américain qui s'appelle André Ballas, et que là, on installe pour la première fois. Du coup, c'est truffé d'adresses à des gens réels. Et ça sert aussi de terrain d'expérimentation pour ces gens-là. Et c'était aussi, il y avait ce client imaginaire, mais vous m'aviez dit, il y avait aussi parmi vos mentors, parce que vous aimez aussi citer les gens qui ont compté pour vous, qui comptent pour vous, ça, oui. Qu'on trouve sur votre site, qu'on pouvait... certainement, ça dessine le profil de plusieurs ou d'un en particulier, ou les facettes, ils peuvent se reconnaître. Oui, on s'est aussi inspiré de l'intérieur de quelqu'un qu'on admire, qui est un de nos mentors. Mais moi, je dis que je ne dirais pas son nom, mais peut-être qu'Olivier veut le dire. Mais en tout cas, il nous inspire beaucoup, mais en règle générale. Donc, mais il y a des choses, oui, qui sont... Non, c'est pour dire qu'il y a un ancrage avec, il y a un ancrage avec le réel, il y a un ancrage avec l'humain, il y a toujours cette conversation, ce face-à-face. On a eu la chance, par cet ami proche et par d'autres, de connaître assez jeunes, alors qu'on ne venait pas de cet univers, parce que les intérieurs de nos parents sont plus socialement intéressants que esthétiquement, à la vérité. Et on a rencontré ces gens qui sont des gens qui vivent dans l'art et qui font converser leurs objets entre eux. Commencer par ce personnage important et d'autres. Et c'est vrai que quand on arrive chez quelqu'un qui vous sort une vaisselle orange avec un agrume et un oignon rouge, et que derrière vous allez vous asseoir sur prototype de Kuramata, et qu'il va y avoir une conversation entre l'orange, le citron, le machin, et c'est extraordinaire. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de refléter là, la vie propre qui peut exister entre les objets. Oui, et donc la liberté qu'on attribue à tort à la carte blanche
Par contre, elle est très importante quand c'est dans la liberté de penser et de vivre, de gens qui sont libres dans leur d'expérimenter Oui, et socialement, esthétiquement. Et puis la carte blanche parlerait de quoi? De tabula rasa, d'une chose absolument inédite, mais il n'y a rien d'inédit. Il y a des courants, il y a des choses qui s'étouffent et qui ressortent. Et puis voilà, les idées se volent pas, les idées se transmettent et passent. Et ça parle de ça. C'est des hommages. Et du coup, puisque vous travaillez à deux, donc quand on travaille à deux, on est déjà obligé de converser. Quelle est la genèse en fait d'un projet? Est-ce qu'il y a une fluidité? Est-ce que vous avez des rôles bien distincts? Oui, moi je On pourrait demander à notre charmante équipe. une bonne partie sont là. Oui, le vous est élargi, il y a un duo et une équipe. Mais... Au début, je pense que le début de la conversation, c'est évidemment entre Olive et moi. Et puis après, très vite, le sujet s'élargit à l'équipe qui influe dans le cours de cette conversation, qui prend part, qui y apporte énormément. Et ce sont des échanges permanents de ces échanges que naît le projet. Alors là, on s'éloigne complètement du sujet de là-haut. Oui. Le projet d'architecture, voilà, le projet exemple. en général, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il naît. Au début, il y a une forme de pitch. Moi, je ne sais pas dessiner. Je faisais autre chose pendant les cours de dessin. J'allais au cinéma. Et du coup, j'ai des grosses lacunes en dessin. Heureusement, Olive dessine. Donc, c'est un binôme qui marche. Ça marchait déjà à l'école, donc ça a continué après. Et du coup, voilà, moi, je commence peut-être à raconter des trucs. J'ai des images qui me viennent. J'en parle à Olive, commence à dessiner. Enfin, ça démarre comme ça. En général, de façon très fluide au départ. C'est plutôt après que peut-être parfois... Arythmie. Voilà, exactement. Mais ça fait aussi partie du jeu et je pense de la qualité du projet aussi, d'être nourri pas que d'harmonie. Du doute. Oui, voilà, il y a des moments... voilà. Puis alors, il y a des trucs très intéressants qui se passent, c'est que des fois, moi, je suis pas du tout d'accord avec lui, puis je dors dessus et en fait... Le lendemain, je suis d'accord avec lui, mais lui, il a fait le chemin inverse. Ouais. Donc, on n'est toujours pas d'accord. Donc, du coup, on n'est toujours pas d'accord. Donc, les projets prennent du temps. Voilà, mais on a que épousé l'idée de l'autre. Alors, du coup, à un moment, on arrive quand même à une synthèse. On se dit, non, maintenant, c'est trop le troisième jour. Hein. C'est très biblique. Nous, ce n'est pas 7, c'est 3. Donc, on y arrive. Comme ça, c'est un peu chaotique, en fait, comme système. Sans jeu de mots. Oui, c'est vrai. Mais c'est bancal, disons. Mais ça marche comme ça. Et puis, vous êtes architecte, donc j'imagine il y a la conversation avec le client, il y a la conversation avec le site, avec le contexte, avec comment... D'abord, elles sont diverses, elles peuvent tout réunir, ou juste un élément. On peut avoir un client ou un commanditaire avec lequel on sent très peu de choses et être absolument soufflé d'émotions par un site. Et les sites parlent, parfois. Et la conversation peut vraiment commencer naître du site, parce qu'il est complexe, parce qu'il est difficile, parce que je sais pas, c'est plus que de la beauté. On commence presque à parler. D'ailleurs, souvent, je parle tout seul. Après, souvent, c'est une rencontre humaine. Mais on a fait des projets très excitants qui étaient difficiles humainement parfois, et on était très contents des projets. Souvent, quand même, il y a quelque chose d'extrêmement intime avec nos clients, parce que nous, on vient vraiment de l'univers du résidentiel. Et en architecture, on se trouve très chanceux d'avoir de très importantes commandes de maisons individuelles, qui est quelque chose qui était assez récurrent dans les années 50-60, notamment sur la côte ouest des États-Unis. Aujourd'hui, c'est rare d'avoir des jolies commandes d'architecture de maisons individuelles. On a cette chance depuis toujours, et c'est extraordinaire, parce que là, on est vraiment à la lisière de la psychologie, du soutien psychologique, de la compréhension de la psyché de l'autre et de sa transformation en espace. Et c'est fantastique de voir une famille complexe, les enfants, pas les enfants. Voilà un exemple, je pense, c'est la toute première maison en terre qu'on a fait il y a très longtemps au Maroc, qu'on appelle la Villa D, l'initiale de son propriétaire. Et ce client, c'est une famille française, c'était un couple assez intense qui était divorcé, remarié, c'est l'idée, avec 3 enfants du premier mariage, un 4e du deuxième mariage. Mais remariés ensemble. Ensemble. Donc les enfants du premier et deuxième mariage. Et en fait, le client, qui est devenu un ami, comme souvent, était très péremptoire. Il disait...
Bon, déjà, je vous préviens, je déteste les architectes, donc ça, on trouvait ça marrant. Et il nous a dit, je déteste les escaliers, mais je veux absolument un premier étage pour ma chambre de maître. Alors vous débrouillez, mais voilà. Il avait une conception extrêmement rigide, mais égalitaire aussi de ses enfants, du plus petit au plus âgé, et ça allait de 1 an et demi ou 2, je ne sais plus, jusqu'à 16 ans presque. Et du coup, on a conçu cette maison qui était en briques de terre crue, réenduite en terre crue. L'aile enfant, c'est une succession de casemate, littéralement, de toutes petites pièces de 2,50 par 3, des cellules, séparées par un patio aussi petit, et avec une salle de bain commune, dortoir, avec 3 douches en ligne. Et quand on a créé ça, on ne savait pas, et quand on présentait à des proches, ils disaient, mais vous allez le mettre en tôle, c'est pas possible. Et en fait, les enfants, ils n'ont jamais été aussi heureux dans un espace. Qui leur était dédié. Parce que d'abord, ils choisissaient leur arbre, et que donc l'un a choisi un palmier, un agrume, et qu'ils ont été très heureux parce que c'était ludique, c'était d'avant-garde, et les gamins sont souvent beaucoup plus ouverts à l'avant-garde que d'autres. Et ça, c'est un joli exemple d'une conversation. Et si le client nous avait dit « vous êtes fantastique, faites-moi ce que vous voulez, je veux 6 chambres et basta », la maison aurait été beaucoup moins intéressante que ce qu'elle est devenue. C'est venu de ça. Et l'escalier, on l'a évidemment, on a dessiné un escalier. En fait, on l'a sorti de la maison. Voilà, on l'a mis à la périphérie de la maison, coincé entre 2 failles. On l'a mis à un endroit où il ne se voit que quand on l'emprunte, donc il gêne jamais. Il est périphérique à la maison. Il est sorti du plan. Ouais. Et au final, il l'aime bien. Il y a une anecdote rigolote sur cet escalier. Je l'ai dit, Nabil. Oui, mais sans citer. Sans citer, c'est que c'était le premier escalier qu'on dessinait, on sortait de l'école, et au lieu de regarder dans le Neufert comment se dessine un escalier, notre collaboratrice de l'époque, qui est encore avec nous, qu'on adore, elle a mesuré son pied. Elle s'est dit, bon, un escalier, il faut que la marche, elle fasse ça. Manque de poids, elle faisait du 37. Elle a des petits pieds. Donc, et comme c'est très très haut, parce qu'il y a 5 mètres de hauteur sous plafond au rez-de-chaussée, il faut monter pas mal. Donc l'escalier est assez impressionnant, mais avec des toutes petites marches assez casse-gueule. Donc voilà, c'est une anecdote. C'est génial parce que depuis, on sait dessiner un escalier. L'escalier, il n'a quasiment pas de palier. Si, il en a un. Il en a un, mais il monte quand même 5,86 mètres de hauteur totale. C'est beaucoup. Et en fait, quand on arrive, on se mange potentiellement la vitre, mais devant la vitre, il y a le Prie-Dieu de Barbara. Oui. Le Prie-Dieu, le client avait acheté dans une vente. Oui, exactement. Donc, du coup, avant de se manger la vitre, on se mange le Prie-Dieu de Barbara. C'est pour pouvoir se recueillir avant de redescendre par le même escalier. Ouais, exactement. Donc, mais, et donc, sur ces conversations aussi, vous parliez des briques en terre crue, des maisons en terre crue. Peut-être on connaît beaucoup ça de votre travail, parce que ça a été plus médiatisé, peut-être par le musée Saint-Laurent aussi à Marrakech, enfin toutes ces constructions. Saint-Laurent, c'est de la terre. La terre, voilà. Moi, je pensais la terre. Vous travaillez beaucoup avec les artisans. En fait, dans cette conversation avec le site, il y a aussi une conversation avec le savoir-faire local, les matériaux locaux. Oui, et puis les hommes qui le font. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ça a commencé par le Maroc qui nous a donné ça et appris ça. Mais quand on nous dit du coup vous faites une maison en terre en Allemagne, on dit non, ça vient du sol cette maison c'est la première et en même temps c'est la plus radicale parce que donc on s'est installé tout de suite après nos études et quand on a eu cette commande, on est allé sur le site et tout, et puis nous en étudiant, et ça c'est très important parce que là il y a beaucoup d'étudiants et on est dans un jury avec des gens qui sont au démarrage de leur carrière et c'est intéressant. Au début, on était encore dans l'utopie des études, c'est-à-dire qu'on pensait que tout était possible, on n'avait pas du tout conscience des contraintes du marché, de plein de trucs et tout ça. Et donc on s'est dit, on va dans le site avec ce client et tout, on va construire la maison avec ce qu'on a dans le site. Donc on a dit au client, la terre a l'air pas mal, ici on va construire une maison en terre. Et il était assez fou pour accepter. Et nous, il se trouve qu'on avait un peu cette fibre-là à l'école, on avait un peu suivi les modules terre et tout ça, on était un peu familier de la construction de terre. Donc on a mis au point on a fabriqué nos briques nous-mêmes avec le Malem, un truc incroyable. On a appris à faire sécher les briques, pas au soleil, à l'ombre, mais à l'ombre sous quelque chose qui est déperlant, qui permet à l'eau de retomber, donc à la brique de sécher très lentement parce qu'autrement elle éclate, et ainsi de suite. On apprend aussi en faisant, parce que finalement à l'école c'était très théorique, et on a appris, et cette maison on l'a construite, elle est quand même assez grande,
même très grande. Et c'est une maison entièrement construite en terre, intérieur, extérieur, les cloisons, tout. Il n'y a pas de placo, il n'y a pas de... Enfin, on n'a pas du tout triché, elle est d'une authenticité dingue. Et nous, on a fait ça croyant que c'était normal, c'était ça l'archi, quoi. Et après, il y a eu tous les trucs, non mais les normes sismiques, les machins, les ingénieurs qui arrivent, les bureaux de contrôle, l'assurance. Enfin, après, tout nous tombe dessus en disant mais de quoi ils parlent. Enfin, on était tellement pas préparés à ça. On était dans une forme de radicalité. De radicalité et qui après petit à petit aussi, et de candeur et qui après petit à petit se perd. Et en fait, c'est Olive il n'y a pas longtemps qui dit mais la maison la plus forte qu'on ait faite, la plus radicale, c'est la première. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce que quand on accède, et ça c'est important aussi pour ceux qui sont à des stades préliminaires de leur carrière, c'est qu'effectivement, il y a vraiment la poésie du premier geste. Il y a la force de celui qui a faim, et, enfin, non pas qu'on n'ait jamais eu faim, mais qui commence petit et qui contourne des problématiques de budget. Et d'ailleurs, c'est même une problématique qui peut s'adresser aux candidats ici, la question du budget. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau en se serrant un peu la ceinture, en essayant de contourner des problèmes. Et c'est vrai qu'on est confronté, comme tous les gens dont la carrière évolue, dans le bon sens, à des moyens beaucoup plus importants. Et on est justement dans cette problématique est-ce qu'on peut garder la force, la radicalité, avec des maisons beaucoup plus confortables, beaucoup plus intelligemment conçues. Et c'est une vraie problématique. Je pense qu'on est en phase d'y arriver avec un projet au Portugal là, qui coûte à peu près l'équivalent d'une quinzaine de fois la première maison d'il y a si longtemps, et qui devrait être aussi forte que la première. Mais c'est un vrai sujet. Sur une échelle qui n'est pas forcément c'est une grande plus vaste. maison. C'est souvent, c'est plus vaste. Si, quand on compare les plans, il y a un petit problème d'échelle, mais en fait c'est la même échelle. Donc c'est quand même plus grand, mais c'est comparable. C'est une maison dans des sites assez austères, mais c'est une vraie problématique qui est liée en fait aux finances, et ça nous guette tous, des plus petits aux plus grands. Et il y a des très grands architectes dont on respecte beaucoup le travail. Même les plus grands sont confrontés à ça. Il y en a qui vont tout envoyer bouler, comme Studio Mumbai qui a viré tous ses artisans parce qu'ils sont confrontés à ça. Il y en a qui deviennent énormes comme Herzog et qui enchaînent à Hong Kong, à Macao et on y va. Il y en a qui restent dans leur petit village des Grisons en faisant la gueule et en étant talentueux. C'est une vraie problématique pour les architectes et les designers en général, cette évolution. Le succès. Exactement. Et l'argent que ça rapporte, et les commandes, les fameuses commandes, hein, on y revient. Qu'est-ce qu'une commande et pour quelles raisons les gens... Et voilà, c'est la vraie question. Est-ce que la première œuvre d'un architecte est sa meilleure ? Mais la première œuvre d'un architecte n'est peut-être pas... Enfin, elle est aussi liée à son commanditaire. Parce que je pense que c'est ce que vous disiez, c'est que vous avez eu beaucoup de chance de travailler pour des commanditaires... qui n'étaient pas sur les archétypes justement de la réussite ou du Oui, je pense. Ouais. Oui, et aussi quand même au contexte, au paysage. C'est important. Enfin, nous, chez nous, c'est très très important. On accepte ou pas un projet aussi parce que le site nous parle ou pas. Des fois, on est un peu, on dit oula, des fois on sèche quoi, parce que le paysage, on n'y arrive pas. Enfin, on n'arrive pas à se projeter dans l'endroit. Donc c'est très important ce que le paysage enseigne, et puis au sens large, le paysage aussi humain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va trouver autour, qu'est-ce qu'il y a comme technique qui existe encore, qu'on va pouvoir réutiliser. Je pense des maisons qu'on a construites toutes en pierre, ou qui ont été taillées. Les pierres ont été taillées pendant le chantier, sur place et tout ça, et on a trouvé les tailleurs de pierre. Enfin, ça a été des expériences magnifiques, avec des endroits des fois difficiles d'accès, où des matériaux arrivaient à dos d'âne et tout ça. Et ça, c'est des choses... on a cette chance-là, on mesure que c'est une chance, parce que du coup, avec le recul, on se rend compte que c'est pas du tout courant, et que cette rareté fait aussi l'intérêt de l'objet au final, enfin de l'objet, de l'archi une fois fini. Et justement dans le travail avec vous parliez des tailleurs de pierre, des artisans, parce que on s'était rencontrés, on avait commencé à évoquer
quand vous collaborez avec des artisans, ça peut générer de la frustration si vous demandez quelque chose de très minimal à quelqu'un qui veut montrer l'excellence de son savoir-faire. D'abord, l'artisanat n'est jamais minimal. Sinon, il ne serait pas artisanal. S'il était quelque chose, il pourrait être essentiel. Le minimalisme, nous, ouais. on est des enfants du minimalisme, hein, parce qu'on était à l'école d'archi dans les années 90. Mais parfois, les journalistes peuvent accoler ce terme à notre travail et on n'est pas tout à fait à l'aise avec ça, alors que j'adore le minimalisme et on connaît Possonne et tout ça. Ouais, on aime bien le mot essentiel, parce que dans l'essence, il y a l'idée de... C'est un peu maximal, l'essence. C'est très fort, une essence. Enfin, bref. Non, je parlais sur ce que vous pouviez demander à un artisan, pas de votre travail. Oui, mais justement, l'artisan, il peut partir en vrille et ça peut être extraordinaire. Alors, pas toujours, hein, mais parfois, il peut comprendre. De toute façon, l'artisanat, c'est une interprétation. De toute façon. Et quand on ne parle pas la même langue ? Il y a toujours, on y arrive. C'est ça qui est génial aussi parfois. Oui. Parce que ça passe au-delà des mots. Enfin, je dirais, il faut les regarder travailler, il faut essayer l'échange se passe parfois aussi souvent de mots. C'est pour ça aussi qu'on est très peu à l'aise avec les rendus 3D et on est obligé de les utiliser. Et de plus en plus contractuellement, les clients les demandent, même dans des quantités très importantes. Et on arrive à trouver des gens suffisamment allumés pour que ça soit des images 3D intéressantes, que ça soit des vraies propositions, mais a priori c'est à l'inverse, comme la main de l'homme et l'accident et la brique qui n'est pas comme il faut, qui donne le rythme, on ne voit pas ça dans une image 3D, on ne peut même pas le sentir. Donc c'est souvent trop lisse. C'est trop lisse. Ouais. Mais je voulais dire un truc, mais un peu plus. Par rapport aux artisans. Ouais, non, ça va revenir. Non, et donc aussi ce que vous... Alors moi, je voulais peut-être maintenant aussi rebondir sur Toulon, sur cette... Voilà, ça m'est revenu. Ah, pardon. Non, mais justement, et en plus, un rapport avec Toulon, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup plu là dans l'exercice qu'on vient de faire ces 3 derniers jours, c'est justement la façon dont les candidats, les finalistes, ont tissé des liens avec certains artisans, et dont leur proposition, finalement, est le reflet de cet échange, de ce dialogue. Et c'est parfois extraordinaire. D'abord, on a découvert des trucs, on a découvert des matériaux, donc c'est intéressant pour nous. On a découvert des artisans avec lesquels maintenant, nous, on a envie de rentrer en contact et avec lesquels on bosserait bien. Et ça, c'est le privilège aussi de ce type de festival ou de travail. C'est que nous, dans la vie active, ça va trop vite. Voilà. Et puis souvent, on revient à des réflexes, à des habitudes, à des gens qu'on connaît déjà, des techniques qu'on connaît déjà, parce que par facilité, il faut souvent aller vite. C'est un peu un train lancé après quand on a son agence et tout ça. Et il faut, c'est difficile de ralentir, de prendre le temps de rencontrer des gens nouveaux. D'un seul coup, c'est une journée qui est extraordinaire d'ailleurs, mais qui est un peu off. D'ailleurs, les gens pensent que c'est pas du boulot parce qu'on va voir un tel ou tel céramiste ou tel truc. Mais non, mais c'est tellement génial. Et là, tout ce qu'on a vu là, dans quasiment chacun, il y avait une proposition, un travail, un échange avec un savoir-faire, avec quelqu'un qui était super intéressant. Donc pour nous, c'est gagné. C'est très enrichissant. Oui, et c'est vrai. Alors, je crois qu'en arrivant ici, on avait oublié que c'était un peu nous, collectivement d'ailleurs, qui les avions choisis, les 10 finalistes, parce qu'on s'est dit, mais c'est dingue, ils parlent de trucs comme ça qui nous intéressent. Ah oui, en fait, effectivement, on les a choisis, mais on les connaissait peu, et c'est vrai qu'il y a vraiment... ils nous ont bluffés par la qualité des collaborations qu'ils ont initiées, et même nous, on découvre plein de choses, et puis... Tous, ils ont une très grande maîtrise quand il s'agit de les faire parler sur ce qu'ils ont produit ou fait produire. C'est-à-dire ils vont vraiment comprendre comment la pièce de bois elle a été assemblée, comment elle est tenue, telle ou telle essence, comment ça réagit, ou sur la terre, ou sur des céramiques, ou sur... Ils sont tous extrêmement calés en fait sur les matériaux qu'ils ont utilisés. Il y a eu des olives, il y a eu et puis des collaborations d'un très très bon niveau, moi je trouve, avec des artisans. Bluffé. Ouais. Et des collaborations entre eux. Et vous disiez que c'était important à un moment
à ce stade-là de votre carrière où justement vous êtes un peu emporté par... Enfin, vous choisissez d'être emporté par vous-même et par le succès que vous pouvez avoir. Vous pouvez choisir certains clients, vous pouvez refuser, mais que d'être confronté à une nouvelle génération qui arrive et qui est en proie encore au doute, ça vient... c'est un vrai échange. Je veux dire, il n'y a pas une verticalité dans cet échange j'ai pas du tout l'impression générationnel. qu'ils soient en proie au doute. J'ai l'impression qu'ils savent très bien où ils vont. Et, non, pas du tout. Je ne crois pas qu'ils soient en proie au doute. Enfin, c'est plutôt nous, du coup. Enfin, c'est plutôt nous qui ferons douter. Mais eux, ils sont tous très ancrés, à peu près. Non, mais que vous aviez... Que douter, c'était important, d'être confronté avec une autre approche. Les étudiants que vous avez été à un moment, les diplômés. Il n'y a qu'une génération d'écart et c'est tellement déjà énorme la différence d'approche. En fait, oui et non, c'est-à-dire que nous, il y a eu l'ellipse de notre première période de carrière qui est vraiment le grand essor de la numérisation de notre travail, et nous on est passé juste avant. Je crois que comme quoi on est vraiment vieux. On l'a échappé belle. Et on est passé juste avant, et par contre évidemment, Karl est un peu plus loin de ça que moi je sais comment ça fonctionne, mais je ne sais pas l'utiliser, c'est pas mon boulot, donc c'est très bien. Et donc du coup, ces 20 ans là, de numérisation très forte qui s'est fait vraiment 6 mois après qu'on quitte l'école. Je pense qu'on arrive déjà dans une post-numérisation, c'est-à-dire c'est devenu un outil aussi naturel que le téléphone portable, c'est vraiment pas un sujet. Et donc du coup, aujourd'hui, les problématiques qui sont très souvent proposées par les étudiants, nous, il y a 15 ans, c'était vraiment le début, c'était la grande époque de Zaha Hadid, on découvrait la capacité de générer des formes, on n'en est plus là, c'est comme il y a la révolution post-industrielle, on est post-numérisation. Donc du coup, il y a des sujets tels que la réflexion sur la temporalité, sur l'intemporalité, qu'est-ce que le sens de l'histoire, qui nous touchent beaucoup et qui sont devenus, quand même des courants de fond assez importants chez une grande partie des jeunes. Et c'est surprenant, parce que nous, ça fait 25 ans qu'on pense à ça, mais quand vous disiez ça il y a 25 ans, on vous prenait vraiment pour un vieux con, ou pour quelqu'un de pas très intéressant, notamment dans la presse. Et aujourd'hui, c'est devenu fort. Alors évidemment, il y a la réflexion sur l'urgence climatique, évidemment, mais qui marche aussi avec une réflexion sur l'histoire. Mais est-ce que c'est ça parce que c'est nous qui les avions sélectionnés, avec la villa, et du coup ils nous parlent parce qu'on s'est reconnus dedans, ou est-ce que c'est vraiment générationnel? Ça, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, c'est vrai que le hasard a fait qu'on n'a pas choisi de projet trop high-tech, on n'est pas parti dans des délires, mais il y a aussi ce courant-là qui existe. Mais il y a quand même un air du temps qui concerne autant l'archi que le design là-bas, ou l'archi intérieur bien sûr, le textile, qui est quand même fort. Et le fait aussi que peut-être un certain nombre de projets sont le fruit de duos, comme vous aussi. Et ça, c'est beaucoup, ouais. C'était pas forcément... est-ce que travailler en duo, c'était... par exemple, quand vous avez commencé, les étudiants qui ont été avec vous à l'école ont travaillé plutôt, ont établi leur agence seuls, en duo. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du collectif un peu plus? On n'a pas trop de copains de promo qui ont monté leur agence. Si, il y avait Joseph Diran qui l'a fait seul. Mais il n'était pas avec nous. Si, moi, il était dans mon atelier pendant 3 ans. Il y avait quand même. Moi, j'étais pas dans son atelier. Il y a les 2 qui sont partis au Brésil, qui ont beaucoup de succès. Comment le triptyque, non? Comment tu dis? Oui, je crois, qui était à Paris-la-Seine. Du coup, et puis plein d'autres gens d'une année avant ou après qui ont fait des trucs, mais du coup, c'est assez variable. Il y a des gens seuls et des gens. Mais là, il y avait beaucoup effectivement de duos. Ouais. Et moi, je comprends, parce que nous, on dit souvent qu'à nous deux, on fait un archi. À peu près, voilà. Mais seul, moi, j'aurais jamais fait ça. Quoi. Moi, je suis très admiratif des archis seuls qui sont en proie aux doutes créatifs, aux emmerdes de gestion. Vraiment chapeau. Ouais. Même après, quand ils deviennent plus gros et que leur carrière avance, c'est dur, je pense, d'être seul dans l'exercice du pouvoir. Seul pour converser avec soi-même. C'est vraiment dur, je pense. Moi, je suis bluffé. C'est pas. Ouais. Ils y arrivent. Mais c'est vrai que par rapport au duo, même par rapport
à nos pairs qu'on côtoie de plus en plus professionnellement, il n'y en a pas beaucoup qui sont en duo. Il y a effectivement Herzog, mais qui sont un duo sans lettres. Enfin, il y a quand même des clients qui sont beaucoup plus en contact avec Jacques, qui disent Jacques, 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 Jacques. Du coup, c'est pas exactement comme nous. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Il y a donc c'est vrai que nous parfois. Ça nous est arrivé un petit peu moins aujourd'hui quand même, et des gens nous disent bon, alors de vous tous les deux, il y a donc un créatif et un financier, n'est-ce pas? Et on dit bah non, en fait, il n'y en a aucun des deux qui est financier, mais ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a un peu le duo Pierre oui, et bien Yves, sûr, oui. qui d'ailleurs a, notamment Pierre qu'on a plus connu qu'Yves Saint Laurent, avait une grande affection pour nous, et voilà, il y avait un truc très fort, alors que leur duo est très différent du nôtre par rapport à ça. Parce que voilà, Pierre était le Pygmalion d'Yves, et je ne pense pas que l'un des deux soit le Pygmalion, non? Non. Et peut-être, je voulais, avant de terminer, je sais qu'il y avait une anecdote qui est sur votre site. Vous dites que vous aimez les choses aussi qui sont parfois un peu cachées, un peu tortueuses, pas forcément évidentes. Alors, je ne sais pas si c'est comme l'escalier. Donc, sur vos sites, il y a une petite partie qu'il faut trouver. Ah là, je vais laisser Karl raconter ça. Non, on a eu beaucoup de critiques sur notre site. Les gens disent « Oh, on n'y comprend rien ». Et quand on leur dit « Bah oui, mais c'est fait exprès », ils disent « Ah bon, pourquoi ?» Parce que, comprennent ceux qui veulent. Voilà, c'est pas voyage, grave. Oui, c'est un voyage. Et puis du coup, il y a eu l'idée, parce que c'est vrai que tout ça est abscon et tout, et du coup il y a l'idée d'avoir l'envers du site, c'est-à-dire à un moment le site bascule, il y a un passage secret. Et tu peux pas nous le donner, ton passage secret? Il y en a plein. Il y a plusieurs passages, on peut cliquer et d'un seul coup on est dans l'envers, et où on parle de collaboration, on parle de gens qu'on a rencontrés, on parle de nos d'obsessions, de nos qu'on appelle nos icônes. Enfin, on parle de plein de choses, plein d'autres choses qui sont annexes, mais qui nourrissent aussi le boulot, qui ont un rapport avec le boulot. Les gens avec qui on collabore, Mitza qui est là dans le jury. Elle est encore à la plage. Qui est notre maquettiste. Et c'est vrai qu'en termes de conversation, c'est un autre sujet de conversation, je pense que plus ou moins on est fidèles, et c'est des collaborations qui sont longues. Et Mitza, notre maquettiste, on fait toutes nos maquettes avec elle, sauf les maquettes d'études qu'on fait au bureau. Notre photographe d'architecture, qui est Dan Glasser, ça fait 15 ans qu'on travaille avec lui, et que la toute première maison, on l'a fait avec lui, on l'a fait presque pour lui. D'ailleurs, on rigole, on fait vraiment, on fait les projets pour toi, Dan. Et c'est un ami, c'est le papa de nos filleuls. Et c'est vrai que quand on a sorti la monographie, moi, je suis bluffé parfois d'immenses architectes qui ont des monographies extrêmement approximatives, parce qu'il va y avoir 6 photographes dans la monographie. Et c'est très dommage. Donc du coup, ces histoires de fidélité, il y a le portraitisé Jérôme Shlomo. Et du coup, petit à petit, année après année, c'est l'avantage de vieillir un peu, c'est que se met en place un corpus de choses qui devient suffisamment conséquent pour vraiment exister. Et qui sont des galeries de portraits, d'objets, de photos. Là, on va faire... de processus derrière le projet. Je pense à la réponse que vous aviez apportée, qui est dans cette petite partie du site, vous étiez sollicité pour répondre à un projet, vous n'aviez pas le temps. Ah oui, ça c'était... une fois on a eu une demande pour un hôtel, et on avait 15 jours pour faire l'esquisse, et on s'est dit, des maîtres d'ouvrage qui donnent 15 jours à des architectes d'intérieur pour faire une esquisse, c'est ou qui sont pas sérieux, ce qui était un peu le cas d'ailleurs. Ouais, il y a un problème. Voilà. Donc on a négocié, on a dit non, mais nous, il nous faut 2 mois pour sortir un truc. Et donc ils ont dit non, nous c'est 15 jours, rien d'autre. Donc du coup, on a répondu en 15 jours par une chanson. On a repris la bohème bien c'est pas connue. Nous qui avons chanté. Non, ça je vous rassure. On a repris la bohème d'Aznavour. Et on a demandé à un copain de la réinterpréter, de la chanter. C'était Joseph Chédid, le frère de Mathieu Chédid. Et il l'a fait à sa sauce avec ses copains musicaux et tout. Il nous a fait une proposition, c'était dingue, c'était super. On l'a enregistré sur vinyle et on a loué une platine vinyle, des énormes baffles. Enfin, on a fait une espèce d'installation comme ça à l'agence. Et quand les clients sont arrivés pour avoir la présentation de l'esquisse qui s'attendait à dingue en 15 jours, on leur a passé la bohème.
Mais Et, alors déjà, c'était des anglo-saxons qui n'avaient pas forcément une culture ni musicale dingue, encore moins musicale française. Mais par contre, ils savaient ce que c'était que la bohème, hein, quand même. Donc on a dit qu'est-ce que ça serait la bohème aujourd'hui. Et franchement, la réinterprétation de Joseph, elle est dingue. Il l'a emmené tellement ailleurs. Et en fait, finalement, c'est nous qui n'avons pas pris le projet. Et en fait, donc on leur passe le disque et tout, et puis ils étaient sidérés, ils ont dit est-ce qu'on peut l'écouter une deuxième fois? Donc on remet le disque une deuxième fois, et puis heureusement on avait traduit le texte pour eux, ils avaient une feuille avec la traduction de la bohème, tout ça, puis à la fin ils ont appelé leur grand boss, le propriétaire du groupe hôtelier en question, puis ils ont dit voilà, on a un problème, là on est chez KO et tout, ils nous ont rien montré, mais ils nous ont fait écouter une chanson, et le boss a dit il faut bosser avec eux. Et puis finalement, c'est nous qui avons dit non. Non, parce que en fait, c'est des logiques aussi très commerciales de dire bon, on va faire le restaurant avec machin, les chambres avec bidule, parce que ça coûte, je sais pas, 85 € de l'heure en moins. Et on a fait non, nous on fait le lieu. On fait tout ou rien. On était hyper contents, on a fait notre truc avec Joseph, on leur a laissé le vinyle, et tout le monde était content, et c'était extraordinaire de faire ça. Hein. C'était génial. Ouais, c'était chouette. Mais bon, c'était pas sérieux non plus de leur part. Enfin, à une proposition pas sérieuse, on répond aussi par un truc. Faut pas déconner, quoi. Enfin, être maître d'ouvrage, c'est aussi un job. Enfin, il faut être sérieux dans les deux sens, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir, s'il y a des questions, peut-être. Après, je crois qu'il y avait une jeune fille qui est venue te voir au sujet des livres. Hein. Tu dois dire quelque chose? Il y a des gens qui veulent qu'on leur dédicace un bouquin. Il paraît que c'est maintenant. Mais autrement, si vous voulez poser une question ou quoi, surtout les gens de l'équipe. Non, je crois pas. Je crois que ça va là. Non, mais n'importe qui. Voilà. Jean-Pierre. Et sinon, voilà. Jean-Pierre, une question? Une conclusion? Jean-Pierre, une conclusion pour faire le maître de cérémonie le pauvre, du moment d'après. Il arrive. J'ai pas suivi la conférence, mais en tous les cas, ce que je suis très heureux de dire, c'est que montrer l'architecture d'intérieur telle que vous la concevez, c'est ce qu'on aime ici, et c'est ce qui nous fait envie, et c'est ce qui nous donne envie de continuer et d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire ce mélange de la décoration avec de l'art, avec ce goût des artistes, avec ce goût des détails, de la précision, avec cet engagement. Et c'est ce qu'on fait, je crois, j'espère, en tous les cas, dans notre programmation aussi de notre côté à la Villa de Noailles. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve et qu'on prend du plaisir à collaborer. Et je pense que faire des jolis projets, ça oblige à ce genre de choses. Ça veut dire que pour que le public, et je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de monde pour cette séquence du samedi après-midi, ça veut dire quelque chose, ensoleillé. Alors c'est la première année qu'on achète des parasols, mais je ne sais pas où ils sont. Mais bon, je vous assure qu'on les a achetés exprès. Hein. Exprès pour le samedi après-midi. Mais voilà, je pense qu'on partage ce goût de la précision et des belles choses à partager, vous avec vos clients et le public d'une certaine manière, et nous avec le public, qui est le public le plus large, qui est un peu notre client à nous. Et c'est peut-être là-dessus qu'on se rejoint et que c'est bien et que ça fait plaisir de partager cette beauté. Moi, je suis un adepte du discours sur l'émotion d'André Malraux. Et je trouve que cette générosité du partage que vous avez proposé dans votre exposition, c'est ce qu'on aime et c'est vraiment ce que j'aimerais continuer à partager avec le public ici et ailleurs. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Ouais.